Hello les potos. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était le propriétaire de l'appartement Airbnb que vous louez durant les vacances? Let's go! Et on se retrouve donc aujourd'hui avec le film The Rental, réalisé par Dave Franco. Alors comme ça de nom peut-être qui vous dira quelque chose, ce prénom, son nom, Dave Franco. Alors oui, il est connu, mais en tant qu'acteur. En tant que réalisateur, c'est vraiment son tout premier film, hein. Il l'a réalisé et scénarisé. Donc on le connaît plus comme acteur, voilà, dans des films comme 21 Jump Street, hein, qui est le film tiré de la série, qui a fait connaître Johnny Depp. Il est aussi apparu dans le film Nos pires voisins et dans Insaisissable. Côté des acteurs maintenant, on a Dan Stevens qui joue le rôle de Charlie. Alors lui, il a vraiment été propulsé sur l'avant de la scène grâce à sa participation dans le film La Belle et la Bête, hein, donc à côté de Emma Thompson et de Luke Evans, hein, il jouait le rôle de la Bête. Donc voilà, gros rôle pour lui. Il est aussi apparu dans un film beaucoup moins connu qui s'appelle The Guest, et dans un autre un peu plus connu quand même, qui est La Nuit au musée, le secret des pharaons, aux côtés de Ben Stiller. Deuxième, et là c'est une actrice, c'est Alison Brie qui joue le rôle de Michelle. Alors elle, moi personnellement, je la connais plus particulièrement pour sa participation à la série Mad Men, hein, qui est une excellente série que je vous la conseille. Elle est aussi apparue dans la série Glow, qui est une série de Netflix. Et côté cinéma, elle est apparue, même si je ne me souviens pas d'elle, dans le film Scream 4, aux côtés de Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Dernière actrice que je vais vous présenter, c'est Sheila Vand, qui joue le rôle de Mina. Alors sûrement des trois que je vous présente, c'est peut-être la moins connue, cela dit étant. Voilà, elle a quand même été aux côtés d'acteurs connus, hein, comme Ben Affleck par exemple dans le film Argo, ou toujours aux côtés de Ben Affleck dans le film Triple Frontière, et un autre film dans lequel est apparu Sheila Vand, c'est Woman Who Kill, qui est un film qui est quand même assez peu connu. Donc voilà pour les acteurs de base. Le film, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Alors en fait, on commence, c'est 4 jeunes qui, avant le début d'un gros projet professionnel, vont louer une maison via une application type un peu Airbnb, une villa vraiment en bord de falaise qui donne sur la mer pour pouvoir se détendre un week-end, passer un moment ensemble et tout. Sauf que ils vont vite se rendre compte que cette villa-là, elle est plus dangereuse qu'elle n'y paraît et son côté isolé peut causer quelques soucis. Voilà, c'est vraiment la base du film et voilà, je vous en dirai pas plus. Alors, on va passer maintenant un petit peu, si vous voulez bien, à vraiment tout ce qui est critique des acteurs, en tout cas analyse des jeux d'acteurs. Et là, honnêtement, je vais le faire très court, très rapide, très concis. Il joue bien dans un film qui est très bas de plafond. Voilà. Dans le sens où, ici, un acteur, peu importe ses capacités, en tout cas ses performances d'acteur, il ne peut pas briller dans un film comme celui-là. Donc voilà, dans un film tel que celui-là, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Encore une fois, c'est leur job et tout. Mais ils pouvaient pas, on pouvait pas dire, ils ont foiré, alors que le film, il proposait un scénario incroyable. Non, franchement, le film, on va en parler tout de suite après, hein, mais le film propose vraiment un truc vraiment trop bas de plafond pour qu'il puisse briller. Donc voilà, les acteurs ont pu se débrouiller, se dépatouiller, si vous voulez, de leur rôle, mais voilà. Ils ont fait leur taf, basta, on va pas en parler plus que ça. On va passer directement à la critique du film en soi, avec le décor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, qui est un film, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tous les cas, voilà, c'est un film de thriller épouvante, hein, se passe en huis clos dans cette fameuse villa. Donc c'est toujours, encore une fois, une technique assez classique dans le cinéma d'épouvante, hein, toujours le huis clos, toujours ce côté enfermement, ce côté on peut pas s'en sortir, etc. Bon, écoutez, la villa, c'est une villa, quoi. Je veux dire, c'est une villa de luxe qui donne sur une falaise avec de magnifiques vues. Enfin voilà, c'est un décor qui est assez vu, déjà vu, re-revu. Rien de spécial, quoi. C'est pas le truc, c'est pas un décor incroyable. Ensuite, côté scénaristique, et là, il y a de quoi dire. Là, il y a vraiment de quoi dire. Parce que, alors j'en ai vu des mauvais films, mais celui-là fait partie des plus mauvais que j'ai vu cette année au cinéma. Vraiment. Déjà le film commence très très mal. Déjà très très mal dans le sens où il annonce déjà la couleur dès le départ. Dès le départ, on sait à peu près quelle direction ça va prendre et quel boost ça va devenir à la fin en fait. C'est ça le gros problème de ce film. Donc déjà dès le départ, ça annonce la couleur, on sait que le film va tourner autour d'un sujet.
Et effectivement, tout au long du scénario, Dave Franco a développé une sous-intrigue, hein, donc vous savez dans un film il y a une intrigue principale, et des fois il y a des sous-intrigues qui donnent de la vie à des scènes qui sont un peu vides. Et bien ici la sous-intrigue va devenir pratiquement le sujet principal, et cette sous-intrigue va transformer ce film de thriller épouvante en autre chose. Je vais pas vous dire en quoi pour pas vous spoiler, mais il va le transformer en autre chose qui va faire que le film est complètement bidon, foiré. On a l'impression d'avoir payé pour une Merco et au final on repart avec une, je sais pas, une Renault. C'est un truc assez incroyable à quel point on peut avoir un scénario aussi dégueulasse. J'ai eu l'impression de regarder, honnêtement, j'ai eu l'impression de regarder ce film comme si je regardais je sais pas, une télé-réalité bidon, un feuilleton un peu téléfilm dégueulasse, vraiment un truc de merde qui passe à 14h sur TF1 quand personne regarde la télé. Vraiment ce niveau quoi. Alors que c'est du cinéma, attention, ça passe sur le grand écran, c'est pas un téléfilm, faut pas l'oublier, ils ont quand même un budget là-dedans. Donc voilà, scénario, je vais pas vous dire, les personnages sont tous aussi clichés que les uns que les autres. Alors on a tout, hein. On a la gentille, on a le rigolo, on a le courageux, enfin voilà. On a la totale, on a tous les petits clichés qui sont bien réunis. Évidemment, on a le personnage chelou aussi, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais il y a le chelou du film aussi. Enfin bref, c'est encore une fois une espèce de film d'épouvante thriller basé ou en tout cas construit sur des vieilles techniques de vieux films d'horreur qui maintenant ne fonctionnent plus. Ouais, c'est vraiment un film. Je veux pas être méchant. Je vais essayer de pas être méchant, mais ça reste quand même un film très mauvais. Voilà. Et c'est un film qui met énormément de temps à démarrer. Il met énormément de temps à démarrer justement à cause de cette fameuse sous-intrigue dont je vous ai parlé auparavant. C'est un film qui, comme je vous dis encore une fois, qui nous vend des poires et au final on a des pommes. Enfin bref. Voilà. Scénaristiquement, le film ne vaut pas un copec. Vraiment, il vaut que dalle. Après, on va parler un petit peu... écoutez, on va essayer de parler un petit peu des cascades, des effets spéciaux. C'est très simple. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Des effets spéciaux, il n'y en a pas. Des cascades, voilà, ça, comme je vous dis, ça, il n'y en a pas. Il n'y a quasi rien et le peu qu'il y a, c'est banal. La BO, qu'est-ce que je peux vous dire de la BO? Il y a des moments qui sont un peu réussis, voilà, il y a un petit côté un peu silencieux qui donne ce côté un peu angoissant lorsqu'on est dans une scène, qu'on sait que dans un film d'horreur, il y a un côté silencieux sans musique. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et au final, non, mais en fait, ça arrive plus tard. Enfin voilà. Dave Franco a essayé de nous surprendre, même par le biais de la musique, mais il est foiré, quoi. Là, franchement, il est foiré. Il y a pas... Même la BO, elle est foirée, quoi, vraiment. Voilà, je vais passer directement au bilan, parce que... Enfin, au bilan de mon analyse, parce que, au final, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, en fait. Donc, le bilan. Est-ce que je vous conseille d'aller voir le film? N'y allez pas. Honnêtement, ne perdez pas votre temps, même si vous êtes amateur de cinéma d'horreur. Et surtout, si vous êtes, je pense, amateur de cinéma d'horreur, n'y allez surtout pas. C'est une daube sans nom. Malgré, j'ai envie de dire, le bon jeu d'acteurs, et encore je dis bon parce qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, j'imagine, mais c'est vraiment une daube. Et vraiment, vous allez peut-être aller là-bas pour voir un film d'horreur, et au final, vous allez repartir, et vous aurez l'impression d'avoir vu un film, je sais pas, j'ai une connerie, mais un western. Genre. Enfin, ce film est foiré. Il est vraiment foiré. C'est le premier film de Dave Franco. J'ai beau être magnanime, mais j'ai vu et analysé d'autres réalisateurs qui avaient fait un film pour leur première fois et qui étaient 1000 fois mieux réussi que celui-là. Donc soit Dave Franco s'est trompé de, je sais pas, de catégorie de film, peut-être qu'il est meilleur en science-fiction, j'en sais rien. Soit c'est tout simplement pas un bon réalisateur. Et je me suis même posé la question, on est sacrément pisté en tant que réalisateur et acteur connu pour retrouver des maisons de production pour financer une merde pareille. Je suis désolé, mais voilà quoi. C'est le piston, ça peut pas être autre chose, parce que le scénario est dégueulasse. Donc quand il a vendu ça à une maison de production, je sais pas comment la maison de production dit, ah ouais, ah j'adore ton scénar, j'adore tes twists et tout, parce que voilà, il est foiré. Donc voilà, c'était mon analyse pour ce film-là. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. En tout cas, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce juste en dessous, ça fait toujours du bien à la chaîne Titi Megatiti. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Si vous avez vu le film et que vous voulez partager avec moi votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui veulent garder la surprise du film, déjà bye bye, et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte.
retrouve donc avec les spoils en 4 points. Alors pour un film de une boost pareil, franchement là je suis super inspiré. Premier point. Alors en fait je vais vraiment vous expliquer. Donc ces 4 jeunes vont partir dans cette maison. Hein. Alors il faut savoir, je vous explique vite la compo. Dans les 4 jeunes, il y a 2 frères et il y a 2 femmes. L'une des femmes, elle est avec des frères, l'autre femme avec l'autre frère, et en fait les 2 femmes, donc celle qui est avec la femme qui est là, en fait si vous voulez celle qui est avec le frère, elle est en même temps associée avec l'autre frère dans l'entreprise. Donc voilà, il y a une espèce de trio entre les deux, puis il y a la femme de l'autre. Voilà. Donc voilà. Ces 2 couples arrivent donc dans la maison, et là comme je vous ai dit, le cliché de base, celui qui loue la maison n'est autre que le frère du propriétaire. Alors c'est le gars qui est raciste, chelou, on voit qu'il est chelou, enfin on voit que le gars est vraiment bizarre quoi. C'est le genre de mec, vous arrivez, il veut vous louer sa maison, limite vous vous cassez tellement il est bizarre. Et puis tellement il a l'air dangereux et tout, et il a l'air de psycho. Donc voilà. Donc on en a tout, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a l'une des femmes, c'est la gentille, c'est un petit peu celle qui, voilà, la rigolote. On a l'autre, c'est un petit peu la guerrière, la fortiche. On a le rigolo, c'est un des 2 frères, et puis on a le héros, quoi, le mec, quoi. Donc voilà. Déjà dès le départ, comme je vous dis, on arrive vraiment sur ce cliché avec les 2 couples qui vont arriver. Deuxième point que je vais vous mettre, et vous verrez qu'il sera très étroitement lié avec le 3e point. Deuxième point, à un moment donné, évidemment, Charlie, hein, donc Dan Stevens, finit par, lors d'une des soirées, qui sont complètement sous extase, sous marijuana, sous alcool, bref, finit par coucher avec la copine de son frère et donc son associé. Donc là, il s'envoie en l'air dans la salle de bain et tout, il baise un bon coup, machin, nanana. Et puis le lendemain, il se réveille, et puis, ah, machin, on regrette, blablabla, on a fait une connerie. Et là, ça va m'emmener au 3e point. Et le 3e point, en fait, c'est que durant l'une des scènes, son associé, donc Mina, prend une douche et se rend compte que sur l'une des petites buses qui expulse de l'eau, ce n'est pas une buse, mais c'est une caméra. Donc, on comprend que les 2 associés ont été filmés en train de s'envoyer en l'air dans la salle de bain. Et donc ils ne peuvent pas appeler la police, parce que si la police enquête et qu'ils découvrent les vidéos, eh ben le frère et la femme vont comprendre que les associés couchent ensemble. Et le problème de ce film, il est là. C'est que tout tourne autour de cette putain de coucherie, de baiser, de machin. Je veux dire, sur 1h30 de film, on a 1h15 où ça part que de ça. Ah, mais il a couché avec machin, ah, il faut cacher la vidéo, ah, machin, nanani, ah, nanana, ah, qui c'est qui filme, ah, qu'il faut trouver la vidéo. C'est même pas qu'il se pose la question de dire est-ce qu'on va se faire défoncer la tronche, ou qu'on va se faire buter. Non, il faut qu'il trouve la vidéo avant que le frère et la femme de l'autre le découvrent. Enfin, et on a l'impression de regarder du love story, je sais pas, du secret story, des anges de merde et tout. Enfin, vraiment, le scénario, les feux de l'amour, top modèle, tout ce genre de série de merde, je suis désolé. Voilà, arrosé le dernier petit quart d'heure par un petit peu de slasher, de scream, voilà, d'horreur. Voilà, et ça m'arrive au 4e point. Donc, en fait, on se rend compte à la fin du film, quand même assez avant, que finalement le gars qui est le frère du propriétaire n'est pas le tueur, n'est pas le gars qui filme. C'est un mec qui loue, tout simplement, il est innocent. Et c'est un autre mec, masqué, qui s'amuse à filmer les gens et qui s'amuse à les filmer afin qu'il les tue en fait. Lui, ce qu'il aime, c'est filmer les gens qui tuent. Voilà. Et c'est un psychopathe qui fait ça. Et en fait, on se rend compte qu'il fait ça à chaque fois. Ce mec loue un Airbnb, il pose des caméras, il part, et la prochaine famille qui arrive, ça sera les victimes. Et en attendant, il a planqué des caméras et tout, machin, durant son séjour dans l'appartement ou la maison. Donc voilà, c'est les 4 points que j'ai mis en avant. Il y en a quelques autres à découvrir, mais dans l'ensemble c'est ça, hein, c'est vraiment un film, une espèce de top modèle, une télé-réalité où l'un couche avec l'autre, c'est se cacher, saupoudré de cinéma slasher épouvante. Voilà, ce n'est rien d'autre que ça, et franchement j'ai pas d'autres points spoiler à dire parce que le film en vaut vraiment pas du tout la chandelle. Donc voilà, je pense avoir tout dit, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.